discussion. Et je trouve que la dernière présentation a un lien en fait avec celle-ci, parce qu'il y a l'aspect aussi, on parle d'envoyer des microsondes vers par exemple, alpha du Centaure, c'est quelque chose qui se discute. Et j'aimerais insister peut-être pas petit dans l'autre présentation, mais sur la détection à partir de notre Terre. Donc, on peut apprendre énormément de choses sur les exoplanètes. Et il y a toujours un intérêt à comparer. C'est moins glamour de ne pas aller sur place, mais on peut mettre des instruments pour envoyer notre technicien favori avec une clé à molette pour ajuster un instrument avant la nuit suivante, ce qu'on ne peut pas faire facilement sur Alpha du Centaure en envoyer un technicien. Enfin, bon. Donc, là, je vais vous parler donc de l'aspect de l'étude des exoplanètes. Je vais définir les exoplanètes, mais l'étude à partir du sol ou du proche environnement. On parle d'orbite basse ou des points de Lagrange. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une exoplanète? Donc, on ouvre un petit dictionnaire Larousse, on regarde une planète, donc c'est un corps lumineux, non lumineux par lui-même, on va revenir sur le non lumineux par lui-même, qui gravite autour d'une étoile, spécialement du Soleil. C'est dit dans le Larousse, on va parler évidemment de planètes qui ne sont pas autour du Soleil aujourd'hui. Il y a différents termes, il y a les planètes géantes, les planètes terrestres, sur la Terre, et les exoplanètes, je vais vous définir ces termes. Donc, une planète géante, l'archétype de la planète géante, évidemment, c'est Jupiter, qu'on peut voir, dans un télescope d'amateur avec une paire de jumelles. On peut voir son disque, et ça, grosso modo, pas nécessairement dans les détails, mais ça a grosso modo la même composition que le Soleil. Donc, c'est un objet qui a à peu près 1 millième de la masse du Soleil. Sa composition, qui n'a pas de réaction nucléaire, en son cas, par définition, sinon ce ne serait pas une planète, et c'est presque juste du gaz. Est-ce qu'il y a un cœur rocheux au centre? C'est encore un sujet de recherche à part entière. Donc, il y a peut-être l'équivalent d'une dizaine de fois la masse de la Terre de roche au milieu de Jupiter, mais vous comprendrez que ce n'est pas simple d'aller vérifier ce qu'il y a au milieu d'une boule de gaz qui fait 300 fois la masse de la Terre. Les planètes géantes, bon, elles réfléchissent à la lumière de leur étoile. Si vous ouvrez votre livre Astro 101, on dit les planètes, ça réfléchit la lumière de l'étoile. Alors, évidemment, c'est vrai. Il y a une petite subtilité quand même. Les planètes brillent dans l'infrarouge, brillent un peu, elles ont une luminosité résiduelle de leur formation. Donc, même s'il n'y a pas d'étoile ou il y a une étoile qui l'illumine, mais très très peu, elles vont briller par elles-mêmes en se refroidissant de leur formation il y a des millions ou des milliards d'années. Okay? Donc, vous pouvez parler le non lumineux par lui-même, avec le gros bémol. Ce n'est pas une étoile qui brille, mais c'est un objet qui se refroidit. Même sur des milliards d'années, c'est un peu les braises encore chaudes de la formation de ces objets. Une autre planète géante que vous connaissez, c'est une image un peu moins habituelle de Saturne, j'espère que vous avez reconnu, dans des bandes optiques. Donc, vous avez la lumière optique qui a été codée en vert, c'est une image fausse couleur. Donc, c'est des couleurs, ce n'est pas les couleurs que votre œil verrait, mais c'est des couleurs vues par la nation de Cassini qui était en orbite autour de Saturne. Donc, c'est une vue d'ailleurs qu'on ne peut pas voir de la Terre pour des raisons géométriques. Et on voit donc la lumière réfléchie par le Soleil. Et ce qui a été codé en rouge, ce n'est pas du rouge comme on perçoit avec l'œil, on est aux environs de 2 microns et on voit la radiation résiduelle, donc la chaleur émise par Saturne. Donc, de l'émission infrarouge. On va revenir sur cette émission infrarouge parce qu'on peut aussi la voir sur des exoplanètes. Donc, les planètes géantes, à portée des planètes géantes, il y a 2 grandes catégories. Il y en a plus que ça. On va revenir un peu sur la distribution en général des planètes au-delà de notre système solaire. Il y a évidemment les plus grandes des planètes gazeuses. Donc, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont plus petites, qui sont ce qu'on appelle les Ice Giants. Donc, c'est des planètes où il y a, oui, évidemment, beaucoup d'hydrogène, du méthane, mais il y a aussi à l'intérieur des glaces, au sens large. Donc, de l'eau, il y a des glaces de méthane. Donc, c'est des mondes qui sont un peu différents, qui se rapprochent un peu plus des planètes terrestres. Et là, terrestres, évidemment, des planètes rocheuses. Ça, on sait qu'il y en a un paquet, on va y arriver. C'est surtout sur ça qu'on va, sur ce sujet dont on va discuter, en fait, dans cette présentation. Les planètes terrestres, c'est des planètes qui ressemblent à la Terre. Gros bémol ici, on parle qui ressemblent en diamètre et qui ressemblent en masse. Okay? Il y a beaucoup de planètes, on en connaît maintenant des centaines et des centaines de planètes terrestres. On sait très peu de choses d'elles. Bon, maintenant, c'est évidemment, vous avez le système solaire, la Mercure, Vénus, la Terre, Mars, mais celles qu'on voit autour de d'autres étoiles,
on connaît très peu de choses. Donc, quand on dit une planète terrestre, souvent, c'est de façon un peu un abus de langage. C'est des objets qui vont avoir le diamètre de la Terre, grosso modo, sa masse, selon ce qu'on a mesuré. Donc, on sait relativement peu de choses. On sait qu'elles ont extrêmement peu d'eau. Vous allez dire, oh, sur la Terre, c'est plein d'eau. Ben, oui et non. Okay? La Terre, sur Terre, c'est 1/5 de 1 millième de la masse totale de la Terre qui est de la masse due à l'eau. Si vous prenez des lunes comme Ganymède et Callisto, on parle de dizaines de pourcents de leur masse qui est composée d'eau. Donc, il y a énormément d'eau dans le système solaire extérieur, extrêmement peu d'eau dans le système solaire intérieur, et ça inclut la Terre aussi. La Terre est extrêmement pauvre en eau, malgré les apparences au milieu possible. Potentiellement, avec beaucoup de bémols et beaucoup de tous les caveats que vous pouvez mettre, potentiellement habitable, c'est le bon endroit, c'est la bonne chimie, et s'il y a probablement une longue liste de choses qui ne sont encore pas évidentes qui rendent une planète habitable. Est-ce qu'elle doit avoir, par exemple, la tectonique des plaques? Est-ce qu'elle doit avoir une planète géante comme Jupiter qui envoie des comètes vers le système solaire intérieur, tout dans sa vie? On ne sait pas tout ce qui rend une planète habitable. C'est encore un sujet ouvert. Donc, l'habitabilité. Est-ce qu'il y a d'autres types d'étoiles, par exemple, qui permettent ou ne permettent pas qu'une planète soit habitable? Ça, c'est encore un sujet ouvert. Donc, une planète terrestre, c'est peut-être, avec une longue liste de bémols, habitable. Maintenant, une exoplanète, donc c'est une planète, qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Donc, c'est purement une question de point de vue. Et les exoplanètes, évidemment, sont omniprésentes dans la science-fiction. Pas juste dans la science-fiction, on en connaît maintenant beaucoup. Alors, pour les fans de science-fiction, nommez-moi les planètes qui sont là. Tatooine, ah ouais, c'est déjà. Et en bas à gauche, Pandora, c'est la lune de la planète. C'est très fort pour m'impressionner, j'ai dû regarder sur Wikipédia. C'est Polyphémus qui est la. Pandora, c'est la lune de Polyphémus, qui est une planète géante avec une lune habitable. Donc, vous connaissez votre avatar. Donc, petit point bonus pour celui qui a dit. Donc, bon, et dans une planète ou une exoplanète, c'est interchangeable. On va, dans la littérature scientifique, on va dire planète. Alors, des fois, on dit exoplanète, mais bon, comprenez planète en général. Ici, je vous fais un diagramme qui représente la diversité des exoplanètes telles qu'on les connaît. Il y a toutes sortes de façons de représenter des exoplanètes, de les mettre dans des petites boîtes, ici et là. Une façon logique, c'est de dire sa masse. Donc, vous avez à la verticale des objets. Je vais prendre un sous. Ah, ça va faire moins. Donc, vous avez ici un axe de masse. Donc, évidemment, la Terre est à 1, puisqu'on est le centre de l'univers, donc on se met à 1. Une masse terrestre, la Terre à 1, et à la distance planète-étoile. Donc, évidemment, on est encore à 1, puisqu'on est la référence pour tout. Donc, on se met à 1 ici. Si en gros, il y a la Terre, vous avez les planètes du système solaire. Des objets beaucoup plus massifs, Jupiter à 300 et quelques fois la masse terrestre, plus loin de son étoile, et vous avez évidemment Vénus pas très loin de la Terre, et en masse et en séparation. Vous avez Mercure, et là, il faut voir, il y a des limites qui font que c'est plus une planète. Si vous êtes beaucoup plus massif, c'est une étoile ratée, c'est une naine brune, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet que j'adore, mais bon, on ne va pas dans les naines brunes. Si vous êtes trop loin de votre étoile, vous allez. La planète se fait éjecter. Elle ne peut pas rester en orbite pendant très longtemps, parce qu'il y a des étoiles qui vont passer près du système planétaire et vont éjecter la planète. Ça, c'est un sujet de recherche. On a eu une thèse de doctorat qui est finie, une thèse qui va finir bientôt à l'Université de Montréal sur les planètes extrêmement loin de leur étoile. Et si vous êtes trop près, il y a une limite, vous tombez sur l'étoile. Il y a une limite à ce qui peut se faire en séparation. Donc la planète se sauve, la planète brûle, ou la planète n'est pas une planète. Et voici, bon, en date de l'année passée, l'ensemble des planètes connues. Donc, c'est des masses approximatives, des distances qui sont un peu plus précises. Et il y a les couleurs, je vais vous expliquer les couleurs, les codes de couleurs. Donc, vous avez beaucoup de planètes géantes. On connaît des planètes géantes, des planètes comme Jupiter. On en connaît des très près de leur étoile. Donc, ça n'a aucun équivalent dans notre système solaire. Des objets qui sont 10 fois plus près que Mercure et gros comme Jupiter. Donc, ça n'existe pas dans notre système solaire. Et en fait, on sait que, heureusement, parce que quand il y en a un comme ça, il n'y a pas d'autres planètes. Les autres sont probablement fait éjecter. Donc, les objets qui sont ici, on sait qu'il y a par exemple 1% des étoiles où il y a ces espèces de monstres, qu'on appelle des Jupiter chauds, qui sont complètement balayés tout le système planétaire et qui sont tout seuls et très près de l'étoile. Donc, ça, on sait que ça existe. Et heureusement qu'il n'y en a pas chez nous parce qu'on ne sait pas là pour en aujourd'hui.
un ensemble de planètes à peu près à la distance orbitale de la Terre avec la masse de Jupiter, c'est bien connu. Beaucoup d'objets qui sont des... Alors, on ne sait pas exactement comment les comprendre, des mini-Neptunes ou des super-Terres. Donc on s'aperçoit qu'il y a des objets qui sont très communs dans l'univers, en fait, qui sont presque aussi communs qu'une planète comme la Terre. On sait qu'il y a des objets qui sont à mi-chemin entre Neptune, Uranus et la Vénus et la Terre en termes de masse. Donc des objets qui ont 8 fois la masse de la Terre. Qu'est-ce que c'est? C'est des mini-géants gazeux, donc c'est des géants, des mini-géants, ou des super-terres, donc des énormes masses rocheuses avec une petite atmosphère, ou des masses gazeuses plus petites que nos planètes géantes à nous. Donc ça apporte un gros sujet d'étude, en fait, c'est ce domaine entre Uranus, Neptune et les Vénus et la Terre. Et on n'en a pas d'équivalent dans notre système solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intrigue, parce qu'évidemment, on n'a pas d'équivalent, donc c'est plus dur à étudier. Et probablement des planètes rocheuses en dessous. Une des grandes questions ouvertes, c'est une planète gazeuse. C'est quoi sa masse la plus petite possible? Est-ce qu'on peut faire une Terre, un objet qui a la masse de la Terre, c'est plus une Terre, un objet qui a la masse de la Terre avec la structure de Jupiter? Ben, c'est pas évident qu'on puisse le faire, mais c'est pas évident qu'on puisse pas le faire non plus. Donc c'est encore un sujet qui est ouvert. Et les codes de couleurs sont, et je vais vous revenir sur les trois méthodes qui sont illustrées ici. Alors, les planètes en orange, c'est celles qui ont été vues passant devant leur étoile, ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc, on regarde une étoile, on attend, tout de quoi elle vient de diminuer de 1% en flux. On sait qu'une planète est passée dedans, on peut déduire des propriétés. Je ne vais pas beaucoup parler de ça, c'est un sujet à part entière. Je vais vous parler plutôt de la méthode des vitesses radiales. Donc, on va mesurer la vitesse de l'étoile et déduire la présence de planètes. Je vais expliquer le mécanisme. Et j'adore cette image, je trouve fantastique, une dame qui regarde à l'envers dans le télescope. Ça, c'est celle qu'on a vue directement. On a une image de ces planètes-là. Il y en a à peu près une vingtaine ici. Des objets beaucoup plus massifs que Jupiter, très loin de leur étoile, donc on a des images. Donc, c'est un peu le portrait. Et en passant, il n'y a aucun objet comme Uranus-Neptune qui est connu ailleurs que dans le système solaire. Pourquoi? On s'est incapable de faire. Simplement, on n'est pas capable techniquement de voir Uranus et Neptune autour de voir, détecter. Hein? Elles sont trop faibles et trop peu. Alors, il y a deux choses, trop faibles, donc on ne les voit pas directement, mais loin du compte. Et leur période orbitale est tellement longue qu'on ne les voit pas en vitesse radiale. Elles sont tellement loin qu'elles passent presque jamais dans leur étoile. Puis ben, on est complètement aveugle à Uranus et Neptune autour de notre étoile. Donc ici, il n'y a personne. Je serais prêt à parier. Est-ce que vous pouvez parier qu'il y a plein de planètes là? Je ne sais pas beaucoup. Alors, Vénus, alors Mercure, elle est introuvable. Mercure, on ne la voit pas autour de notre étoile. Vénus, avec la chance, enfin, statistiquement, on pourrait trouver certains équivalents de Vénus par transit. Mais statistiquement. Et je vais venir sur les probabilités, c'est à peu près une chance sur 50. Si vous prenez, s'il y a une Vénus autour de 51 Erie ou une étoile pas trop loin, ben, il y a une chance sur, il y a 49 chances sur 50 qu'on la voit pas. Pas seulement son étoile. Puis on est à la limite de pouvoir le voir au niveau technologique. Ouais. Ben, j'y arrive. Oui, mais je vais vous parler du défi de la détection un peu plus tard. Mais c'est. Non, pas capable. Tout de suite. Mais. Donc, maintenant que je vous ai parlé des planètes, un peu la définition des planètes, je vais vous parler de l'étoile qui est au centre. Évidemment, c'est toujours. C'est intéressant. Il y a un peu de renouveau dans l'étude des étoiles comme le Soleil, parce que quand on trouve une planète autour, il faut avoir compris l'étoile pour comprendre ce qu'on est en train de voir avec la planète elle-même. Et je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est les étoiles M. Ici, vous avez une représentation en 3D du voisinage du Soleil, donc de 10 parsecs, une trentaine d'années-lumière autour du Soleil. Il y a à peu près 300 étoiles. Et les petits points rouges, ce sont ce qu'on appelle des naines M, des naines rouges. Okay. Vous voyez, ben, alors, il y a le Soleil vraiment au centre du monde, toujours au milieu des plus habitants. Donc le Soleil est au centre, mais la grande majorité des points autour sont des naines rouges. Et c'est autour de ces étoiles-là qu'on va chercher nos exoplanètes. Donc, pour faire un petit portrait, les naines rouges, c'est plus de 70% des étoiles du voisinage solaire. Vous allez lire des fois dans les livres d'introduction, surtout ceux qui datent un peu, il y en a plein de naines rouges dans le voisinage solaire qu'on ne connaît pas. On peut le dire maintenant à
avec une certitude assez forte que l'immense majorité, en dedans d'une dizaine de parsecs, donc une trentaine de lumières, on les connaît. Le relevé est complet maintenant à ces distances-là. On a raison entre 10% et 50% de la masse du Soleil. Donc, c'est des étoiles qui sont très peu lumineuses. Elles sont froides. Donc, le Soleil est à 5700 degrés Kelvin, 6000 Celsius. Nous, on parle de, on peut le mettre en Kelvin ou en Celsius, ça ne change pas grand-chose dans cette température-là, de 2000 degrés Celsius à un petit peu moins de 4000 Celsius. Okay? Donc, ces objets, les étoiles sont plus froides et elles sont beaucoup moins lumineuses que le Soleil. Mais elles sont très nombreuses et elles ont des planètes. On sait qu'elles ont beaucoup de planètes comme la Terre. Leurs zones habitables, elles sont plus froides. Imaginez un feu de camp, un gros feu de camp, vous pouvez vous mettre loin pour être bien. C'est un tout petit feu de camp, vous êtes plus proche. Et c'est là qu'on est à une température qui est agréable. C'est la même chose avec une étoile. Si vous avez le Soleil, on est à 150 millions de kilomètres de notre Soleil. Pour être à une température où il peut y avoir de l'eau liquide, on peut avoir une propriété qui ressemble à la Terre, pour une NM, il faut être beaucoup plus près. Donc l'année, l'orbite autour va durer 1 mois, 3 semaines. C'est des orbites beaucoup plus serrées autour des NM. Ce qui vous simplifie la vie. Parce que quand vous êtes un astronome observateur, comme moi, vous faites un instrument, vous voulez suivre une planète autour de son étoile, vous n'avez pas à attendre 3 ans avant d'avoir fait 3 tours, vous allez attendre 3 mois ou quelques semaines. Et on sait déjà, on commence à savoir, surtout dans les transits, qu'il y a beaucoup de Terre autour des neiges rouges. Donc, il est probable que la Terre, en tant que planète habitable, ne soit pas très représentative. On est là, on est en train de jaser, donc oui, c'est habitable, mais ce n'est pas nécessairement très représentatif des terres qui sont à notre température. La plupart sont probablement autour des neiges rouges. Et on pourra prendre des photos de leur planète directement, probablement sur un horizon d'une quinzaine d'années. C'est hand-wavy comme échelle de temps, mais on est en train de penser aux instruments sur cet horizon-là qui arriveront à nous. Et l'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Proxima Centaure. Et on sait maintenant qu'elle a une planète à peu près de la masse de la Terre, en orbite. On l'a trouvé par la méthode des vitesses radiales dont je vais vous parler. Et voici une vue d'artiste. Évidemment, c'est pas une personne a envoyé une sonde pour un Kodak qui a envoyé la photo, mais c'est une vue d'artiste avec les deux composantes d'alpha du Centaure au loin, vraiment à l'autre. Donc, on sait maintenant qu'il y a une planète autour d'alpha du Centaure, Proxima du Centaure, et c'est assez bien établi. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment on les trouve, ces planètes-là, et évidemment, Spiro et Ellipse. À l'examen d'Astro 101, on vous dit qui tourne autour de qui? La Terre autour du Soleil, le Soleil autour de la Terre, ou aucune de ces réponses? Qui vote pour le 1? Qui vote pour le 2? Qui vote pour le 3? Ah! Il y en a qui a compris. C'est aucune de ces réponses. C'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Ben oui, évidemment, elle tourne autour du Soleil, mais rigoureusement parlant, c'est plutôt les deux qui tournent autour d'un centre de masse commun. Ah oui, une question. Et j'ai été vérifier la masse d'un éléphant et la masse d'une souris sylvestre, et c'est à peu près le bon rapport de masse. J'ai été sur Wikipédia pour regarder ça. Et c'est à peu près un éléphant rose, évidemment, et une souris sylvestre, et c'est à peu près le bon rapport de masse. Vous les mettez tous les deux, et ils tiennent ensemble par la gravité, ils tournent, et ils vont tourner autour d'un centre de masse commun, qui est évidemment beaucoup plus près de votre éléphant rose ou de votre NM. Et ce qui fait que la planète va tourner à des milliers de kilomètres/heure, mais votre étoile va faire une petite orbite à 3 km/h, typiquement de grandeur de 3 km/h pour l'ordre du 1 mètre par seconde de grandeur pour une M avec une Terre habitable. Ouais. Oui, il est dans il est dans le Soleil, en fait, pour la petite histoire, dans le Soleil, selon si Jupiter et Saturne sont du même bord ou pas, le centre de masse du système solaire est tout juste sur le bord du Soleil ou tout juste à l'extérieur. Ouais, le centre de masse, il est bien au milieu de l'éléphant. Ouais. Bon, mais oui, effectivement, c'est des tout petits mouvements de quelques. C'est pas énorme, hein. C'est des orbites d'1 mois à 3 km/h. C'est des petits mouvements. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Donc, une représentation de l'animation faite par les gens de l'ESO. Donc, vous ne voyez pas la planète, là, vous la voyez, ils ont pris chemin. Vous ne voyez que la lumière de l'étoile. Prenez son spectre et vous avez ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou le décalage vers le bleu, les effets Doppler. Vous voyez les raies du spectre bouger. Alors, l'étoile vient vers nous,
ensuite s'éloigne de nous, donc le spectre va se décaler vers le rouge. Au fur et à mesure du mouvement orbital, quand la planète vient vers vous, l'étoile s'éloigne de vous, et vous avez un décalage, un petit décalage vers le rouge du spectre. Donc, une demi-heure plus tard, un petit décalage vers le bleu quand l'étoile vient vers vous. C'est des mouvements qui sont minuscules, donc on parle de mètres par seconde, de quelques mètres par seconde. Je vais vous dire la taille que ça fait sur le détecteur quand on essaie de mesurer un spectre. Donc, vous avez l'étoile qui vient vers vous, le spectre a été décalé vers le bleu, il est à peu près au milieu, l'étoile s'éloigne de vous, le spectre a été décalé vers le rouge. C'est ce qu'on peut mesurer, et avec ces mesures-là, on va déduire la présence des planètes. Donc, Spirou et NIRPS, c'est deux instruments. Je vous montre un peu les schémas des composantes optiques. C'est deux instruments, mais comme on observe les étoiles qui sont très rouges, qui sont froides, on fait tout ça dans l'infrarouge. Okay? C'est ce qui est nouveau. Spirou, spectropolarimétre infrarouge, Near Infrared Planet Searcher, des instruments qui vont faire ces techniques de vitesse radiale dans l'infrarouge. Et c'est analogue, soit dit en passant, à mesurer la vitesse d'une auto avec un radar. Sauf qu'ici, vous n'émettez pas une onde pour la recevoir, il faut regarder donc que la source émet. Le Spirou, en passant, on a les droits de Franquin pour reproduire le Spirou, on a demandé la permission. Ça va au télescope Canada-France Hawaii, donc au Chili, à Hawaï. Et NIRPS va être installé au Chili sur un observatoire de l'ESO. Pas le VLT avec le télescope de 8 mètres, un télescope qui fait 4 mètres. Les deux télescopes, on les fait 3,60 m de diamètre. Comme un gros télescope, mais ce n'est pas les plus gros qui existent au monde. Et au Chili aussi, c'est un télescope de 4 mètres. Donc, deux télescopes qui sont comparables. Et on ne fait pas ça tout seul à l'équipe de l'Université de Montréal, évidemment. Il n'y a pas grand-chose en sciences qui se fait tout seul. Spirou, c'est une équipe de Toulouse qui a démarré le projet. Donc, il y a un co-PI, Principal Investigator, un co-PI, entre Toulouse et Montréal. On a des gens à Genève, on a des gens à Taïwan, et ça s'en va à la fin. Vous le voyez, bon, ça s'en va à la fin à Hawaï. Donc, l'Observatoire Canada-France-Hawaï a évidemment des gens qui sont impliqués. NIRPS, par contre, s'en va au Chili, on a des gens au Brésil, des gens au Portugal. C'est un co-PI-ship, donc c'est une co-direction de projet avec l'Observatoire de Genève. Et l'Observatoire de Genève a une grande expérience dans les mesures de vitesse radiale dans le domaine optique. Pour faire un peu l'idée, nous, on a un gros background au niveau de l'équipe en astronomie infrarouge, mais pas en vitesse radiale. Les gens de Genève ont un gros background en vitesse radiale, mais pas dans l'infrarouge. On était fait pour se rencontrer, pour faire un projet ensemble. On apporte l'aspect infrarouge, on apporte l'aspect vitesse radiale. Donc, juste pour vous donner une petite idée, vous savez comment c'est un télescope, c'est un gros entonnoir à lumière, et tous les instruments comme ça qui servent à mesurer les vitesses radiales, on injecte dans une fibre, et on a une enceinte sous vide, ça a l'air d'une grosse tank à propane derrière un restaurant. Ça fait un truc qui fait 3 mètres de long, qui fait 1 mètre de diamètre. Et cette enceinte sous vide-là, elle est stabilisée à 1 millième de degré. Alors, pas besoin d'atteindre une température bien précise, c'est autour de moins 200 degrés, mais il doit être stable dans le temps pendant des années à 1 millième de Kelvin, donc 1 millième de degré Celsius. Stabilité dans le temps. Pour éviter qu'il y ait des dilatations, des déformations qui vont faire bouger le spectre, qui vont nous faire croire qu'on voit des vitesses. NIRPS, on va utiliser ce qu'on appelle un dichroïque. Donc, on va envoyer la lumière infrarouge sur un côté, faire une analyse du spectre infrarouge, et on va conserver un des instruments qui a été un instrument phare dans l'étude des vitesses radiales, qui s'appelle le HAPS, et qui fait la même analyse dans la lumière visible. Donc, on pourra faire des analyses dans l'infrarouge et en lumière visible, dépendant des étoiles qu'on observe. Et juste pour vous montrer, quand ça a l'air simple, sur un petit schéma, mais il y a un très beau cartoon, on a un très beau site web, fait Spirou, Exoplanète, et il y a une magnifique planche, évidemment on ne la lira pas tous ensemble ici, mais qui montre le module au télescope, le module dans le spectrographe, et il y a même des gens dans l'équipe, pas moi par exemple, qui ont eu l'honneur d'avoir des dessinateurs de Spirou qui ont fait un cartoon d'eux-mêmes devant leur instrument. Donc, allez visiter notre site web. Donc, un module au télescope et un module qui est dans une enceinte, ou dans une pièce qui garde une température bien stable. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les schémas optiques. C'est juste pour vous dire qu'on utilise un mélange sur le qu'on fait d'optique parmi vous, de prismes et de réseaux. Donc, c'est un design assez complet. Allez voir le site web, il y a des belles explications. Il y a un énorme défi technique dans cette enceinte-là, dans cette espèce d'enceinte cryogénique qui fait presque 3,50 m
km de long. Donc, elle est stabilisée à 1 millième de degré. On a près d'une demi-tonne d'optique de métal qui refroidit, donc qui refroidit à près de moins 200 degrés. La masse totale du machin, c'est plus d'une tonne. Il n'y a aucune pièce qui bouge là-dedans. La dernière affaire qu'on voudrait, c'est un mécanisme qui bouge, qui a faussé les résultats. Et sur le détecteur, le spectre doit rester au même endroit, à 15 nanomètres près. 15 nanomètres, c'est pas gros. Okay? C'est 1 mètre, 1 mètre, millimètre, un micron, 1000 fois plus petit. Nanomètre, 1000 fois plus petit encore. Okay? Donc, 1 nanomètre, c'est 1 millionième de millimètre. Donc, c'est tout petit, tout petit. Le spectre doit rester au bon endroit. On ne veut pas fausser les mesures à 15 nanomètres. Donc, c'est bien. Donc, on a déjà des photos. Bon, l'instrument prend forme. Et NIRS pour toutes sortes de raisons techniques, je ne vais pas rentrer là, parce qu'ils sont plus petits, mes problèmes de travail. Donc, on a profité de différents développements technologiques depuis. Spiro et NIRS vont être utilisés pour faire un relevé presque complet des NM de notre voisinage. Et contrairement au transit d'une étoile, une planète passe devant son étoile, on ne rate pas 98% des planètes comme avec le transit. Alors, le transit, on a leur avantage aussi. On a beau rater 98% des planètes, ils ont leur avantage. Donc, Spiro, on a fait les premiers tests en labo pour voir comment ça fonctionne en 2016. On devrait avoir les premières lumières sur le ciel à la mi-2018. On est vraiment en train de faire les tests de stabilité, tout ça. NIRS, on a à peu près 1 an et demi de retard là-dessus, mais on devrait avoir les premières lumières en fin 2019. Et l'objectif, ça va être de trouver les planètes habitables les plus près de nous. Donc, Proxima du Centaure, ça donne un bel exemple de genre de planètes qu'on va trouver. Et de préparer la suite des choses. J'arrive à la suite des choses. Donc, avec Spiro et NIRS, on saura où elles sont. On va le savoir par vitesse radiale. On va pouvoir calculer la distance à leur étoile. On ne les verra pas. Pas encore. Comme disait Yvon Deschamps, on ne peut pas le savoir, on peut le voir. Ah, je suis content. J'ai déjà présenté cette slide-là. Merci. Oui, c'est ça, je me suis dit, c'est plus. Donc, on voit déjà des planètes. Il y a déjà des planètes pour lesquelles on arrive à faire une image. Il y a entre 20 et 30, vous mettez la coupure, tout ça, de planètes qu'on a vues, qui ont été détectées dans un détecteur infrarouge. On voit un petit point à côté d'une étoile, on les voit. Donc, vous avez différentes planètes autour d'étoiles. Ici, c'est une planète qu'on a trouvée qui est très massive, peut-être 13 fois le masse de Jupiter, à côté d'une lunette rouge. Le système de HR 8799, 4 planètes géantes qui sont autour d'une étoile. Ce qu'on dit pas ou qu'on dit pas fort, c'est que ce sont toutes des planètes qu'on voit en lumière émise, thermique, parce qu'elles sont jeunes. On ne peut pas faire l'équivalent de ça, vous connaissez un coucher du soleil, de la Terre, isolé de Vénus. Coucher du soleil. Oui, je vais le dire, oui, non, oui. C'est des voyons, Christian Mavoie, David Lafrenière, qui ont trouvé le système d'HR8799. Et en passant, c'est en 2008, on n'a toujours pas trouvé une étoile où on voit plus d'une planète, à part celle-là, on a 4 autour de l'étoile. Donc c'est un système vraiment bizarre, et c'est rigolo parce que, petit aparté, ils sont dans l'équipe avec qui je travaille, donc il y a beaucoup de gens qui en avaient d'autres, des systèmes avec plein de planètes autour de l'étoile, puis moi je fais comme, non, ça fait presque 10 ans, 9 ans, là, puis ben non, c'est le seul où on voit plusieurs planètes autour de l'étoile. Donc c'est un cas un peu bizarre. Donc Vénus, au coucher du soleil, vous avez le soleil qui se couche avec Vénus, puis vous voyez la lumière réfléchie de Vénus. Ça, on est incapable de le faire sur une exoplanète en imagerie directe. Donc ici, il y a une vidéo fantastique qui est l'accumulation de plein d'images prises de HR8799 par un étudiant et Christian Marois. Ils ont assemblé une animation de planètes qui tournent autour du système. Christian Marois, c'est un Québécois. Hein. Il vient de Laval, c'est un pur produit de la région de Montréal. Je ne peux pas dire de Montréal, parce que c'est comme 4-5-0. Ouais, non. Donc, bref, on a une vidéo de planètes qui tournent autour de leur étoile, c'est fantastique. Mais ce ne sont pas des planètes comme Vénus, c'est vraiment des planètes comme Jupiter, qui sont toutes à peu près 8 fois la masse de Jupiter, et dans l'infrarouge. Et c'est pas ce qu'on voudrait avoir. Et ça demande à ce que le système soit jeune, parce qu'il faut encore qu'elle soit chaude à émettre la lumière. Ce qu'on voudrait voir, c'est ça, okay? C'est voir des planètes en lumière réfléchie. Ça, c'est une vue d'artiste, évidemment, du système de TRAPPIST 1. J'en jaserai pas, on pourra en jaser, c'est un système avec 7 terres autour d'une étoile. C'est ce qu'on voudrait voir, ce qu'on a peut-être une chance de voir sur un horizon de quelques dizaines d'années, c'est un petit point à côté d'une étoile. Ça, c'est une planète en lumière thermique, mais c'est ce qu'on voudrait voir en lumière réfléchie pour analyser les spectres. Et l'avantage immense qu'on a de voir des planètes en lumière
réfléchie, c'est qu'il n'y a pas de problème d'âge, qu'il n'y a pas de problème de masse. Tant qu'elle réfléchit la lumière, on va la voir. Tandis que dans l'autre cas, il faut qu'elle soit jeune, il faut qu'elle tombe assis. Et sur l'horizon, alors il y a le TMT en haut, 2020, entre les gens, le problème Lego, là, fait que c'était 2030. Là. Il y a le télescope européen de 39 mètres et des missions spatiales qui vont cacher leur étoile. Et toutes ces missions-là seront capables de faire en lumière réfléchie des exoplanètes. Mais l'idée, c'est de les trouver avant, de pouvoir leur dire c'est là qu'il faut pointer. Il y a aussi une chose qui est super importante, c'est donc où regarder. Donc, c'est pas juste dire on va faire un grand survey de ces télescopes-là. On va aussi pouvoir donner aux équipes qui font les instruments une liste, dire elle, mais pas elle. Il y a des planètes. Donc, quand ils vont aller faire des demandes de subvention, parce que ça va être beaucoup plus convaincant pour ces équipes-là de dire on va chercher la planète, la Terre qu'elles ont vue, l'autre Terre qu'elles ont vue. Aussi, on peut penser construire des instruments qui sont plus faits pour caractériser que pour trouver. C'est pas la même chose. On ne va peut-être pas construire des instruments de la même façon. J'adore ça. Et qu'est-ce qu'on va faire en 2035 quand on aura cette liste de terres-là qu'on arrivera à les voir? On va prendre des spectres. On va chercher évidemment des traces de vie, des traces de méthane, d'eau, d'oxygène, d'ozone, donc toutes sortes de choses de biomarqueurs, évidemment, qu'on va voir. J'ai mis les vaches parce qu'elles modifient la quantité de CH4 dans l'atmosphère, le volcanisme, on contribue à l'atmosphère, les forêts, et tout ce qui peut être hors équilibre. C'est pas juste des traces de la vie comme on la connaît, tout ce qui peut être hors équilibre comme chien. Alors, ça a l'air facile comme ça, là. Je vais parler de défis, et on arrive à la question de comment on peut les voir. Donc, on dit toujours, c'est une planète, c'est comme une luciole à côté d'un phare. Je suis allé vérifier la luminosité d'une luciole et la luminosité d'un phare, et c'est vrai, en fait, c'est vraiment c'est le bon chiffre. Donc, imaginez que vous avez une petite luciole, là, puis elle est tout près du phare. Je vais vous dire à quelle distance sur le ciel elle est, et elle est enfouie là-dedans. Il faut réussir à faire des instruments, sur quoi plein d'équipes travaillent, dont Christian va voir, pour aller voir la petite luciole. Ici, je vous montre un diagramme, c'est un diagramme qui est confus, c'est le genre de diagramme que dans les articles scientifiques, mais je vous le montre quand même, je vais vous l'expliquer. C'est, à la fin du relevé Spirou, qu'on propose, exprimé en séparation sur le ciel versus rapport de luminosité par rapport à l'étoile, les planètes qu'on va trouver. Okay? Donc, les jaunes, les plus jaunes, c'est des Rocky, donc une planète comme la Terre, dans la zone habitable de leur étoile. Et la courbe noire, donc tout ce qui est au-dessus, c'est ce que le télescope européen devrait pouvoir faire. Okay? Donc, il y a des détectés de planètes, on a plus d'une vingtaine de planètes détectées qu'on pourra voir avec le télescope européen, détectées dans la zone habitable. Donc, les oranges, on a une dizaine de planètes habitables qui seront à la zone où on pourra avoir, qui est habitable. C'est pas qu'elle est habitée, qu'elle est habitable. Puis il y a quelques planètes rocheuses dans la zone habitable. Alors là, ça a l'air facile, hein? Mais un contraste ici, ça correspond à une bougie à côté d'un phare. Okay? Donc c'est un contraste de. Ici, vous avez un contraste de 1 million en rapport de vie. Okay? Donc une bougie à côté d'un phare, c'est un contraste de 1 million. Ça en pratique avec une poignée de planètes seulement qui sont comme ça. Une luciole à côté d'un phare, c'est un contraste de 100 millions. Ouais. Quand on parle d'habitable, par exemple, on ne parle pas d'escamophiles aussi. Oui. C'est habitable avec l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau à sa surface. Okay. Habitable, c'est l'eau à la surface. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir de la vie avec autre chose? Oui, peut-être. Il y a des écrémophiles sur la Terre, il y a des bêtes qui vivent dans les tuyaux. Il y a des écrémophiles qui vivent dans les tuyaux d'eau des centrales nucléaires. Oui, la question, c'est si c'est une vie qui diffère beaucoup de ce qu'on a ici, est-ce qu'on va être capable de la reconnaître? Ça, c'est la question que je pose. C'est quoi la vie? C'est ça. L'autre question aussi, c'est si tu dois ta voix, est-ce qu'il ne faut pas la reconnaître? La vie en dessous de la glace de l'Europe, par exemple, on cherche qu'on connaît la vie en dessous de la glace de l'Europe, c'est fin, là. Il y a des baleines, là, mais. C'est ça, mais si c'est autour d'une autre étoile, il faut qu'elle puisse être détectée, qu'elle puisse modifier son atmosphère. Puis là, donc ça, c'est une luciole à côté d'un phare. Vous avez une idée du contraste. Vous avez tout vu les phares et les lucioles. Et la distance apparente, okay, c'est la largeur d'un dixaine à 20 km. Donc, vous prenez un dixaine, c'est un phare à gauche, puis une luciole à droite. C'est ça. Donc, c'est ça le défi qui nous reste à relever. Il n'y a aucun télescope pour ça. Il n'y a aucun télescope au monde
et elle va faire ça. Mais on en approche de pouvoir le faire, et c'est ce qu'il va falloir réussir à relever comme défi pour aller les voir. Juste rapidement, une autre méthode qui existe pour caractériser les planètes, à part les voir directement, c'est la méthode des transits. Donc, l'autre méthode pour étudier les exoplanètes avant d'avoir trop de cheveux gris, donc c'est une méthode qu'on peut faire maintenant, c'est que des fois, la planète passe devant son étoile. Okay? Donc, je ne veux pas vous parler de toutes sortes de missions pour chercher ces planètes-là. Il y a des missions qui vont être lancées bientôt pour en chercher encore plus. On en connaît qui pensent comme ça. C'est une méthode qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Mais elle permet d'avoir une information sur l'atmosphère. Quand vous avez la planète qui passe devant son étoile, la planète cachée devant l'étoile, mais l'atmosphère, s'il est opaque, à certaines longueurs d'onde, cache plus. Okay? Donc la fraction de l'atmosphère cachée dépend de l'espèce chimique. Je vous montre la Terre, vous connaissez cette photo. Si vous preniez son rayon, vous dites, ah, vous mesurez le rayon de la Terre. Okay? Faites-le en lumière visible, vous trouvez 6371 km. Vous me dites, non, je vais faire un 1,4 micron, vous allez trouver à peu près 20 km de plus. La Terre a la plus grosse, parce qu'il y a une grosse bande d'eau à 1,4 micron. Voilà, plus grosse à 1,4 micron, parce que l'atmosphère va absorber plus haut. Donc, on peut déduire la présence de l'eau juste en regardant le diamètre apparent de la Terre. Et c'est quelque chose qu'on va faire avec le télescope qui va être lancé, le télescope James Webb. Donc ici, c'est un exemple d'une exoplanète qui serait dans des bonnes conditions qu'on pourrait faire. On détecterait par exemple de l'eau. C'est des modèles d'observation qu'on ferait avec un instrument dont je vais parler. Donc peut-être détecter la présence de l'eau, de dioxyde de carbone. Ça a des défauts, cette technique-là. Ça a une chance sur 50 de voir une planète donnée. Donc dans la grande majorité des cas, on ne la voit pas. Ça étudie la très haute atmosphère de la planète. C'est surtout les planètes qui sont près de leur étoile. Parce que plus on est loin, plus c'est improbable qu'elles passent. Et ben, c'est possible tout de suite, par contre. Donc c'est un avantage énorme, c'est une méthode qu'on peut utiliser dès maintenant. Juste un petit mot, je ne peux pas ne pas mentionner qu'on a une machine dans un instrument qui s'appelle NIRISS, qui aborde le télescope James Webb qui va être lancé en 2019, qui permettra de faire exactement ça. Faire des mesures de spectroscopie de transit d'exoplanètes. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Et le PI, donc le chef, le Principal Investigator de ça, c'est René Doyon à l'Université de Montréal. Et ça, c'est ce qu'on va mesurer avec beaucoup de chance. C'est ce qu'on va mesurer. C'est donc un spectre. On va voir le rayon apparent de la planète versus la longueur d'onde. On va dire, ah, il y a de l'eau, il y a du méthane, il y a du CO2. Et on ne va pas vous montrer ça. On va vous montrer une belle image faite par un artiste. On va vous dire, voilà, on a trouvé. Ce qu'on aura vu, c'est un spectre qui va nous renseigner sur la hauteur dans l'atmosphère d'absorption. Donc, juste pour finir, donc c'est tout ce qui s'en vient. On a un tour d'horizon de ce qui s'en vient au niveau de la recherche. Tous les chercheurs, il y a un gros regroupement qui s'est créé il y a quelques années de chercheurs sur les exoplanètes. Donc, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, c'est Montréal, McGill. On avait un chercheur à Bishop qui a été très impliqué dans la recherche de transit avec Kepler. On suivi l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de Kepler. Donc, un des pionniers, un des leaders dans l'analyse statistique des données de Kepler est rendu à Bishop aussi. On a une personne à l'Université Laval, donc c'est Montréal jusqu'à Québec. Donc, c'est centré sur Montréal. Et c'est 27, comme je le dis. Voici, à il manque du monde encore, on est plus d'une cinquantaine de temps. Les étudiants, les stagiaires, les chercheurs, les profs, et René Doyon, le responsable de NIRISS qui est là. Et juste pour vous parler un peu très rapidement du tableau de chasse de l'IREX, donc on a toutes sortes de découvertes dans tous lesquelles on a travaillé dans la découverte de la chaîne de 799. Il y a Julien Ramon, un chercheur français qui travaille maintenant avec nous sur James Webb, qui a trouvé avec la détection directe de planètes. On a trouvé des planètes très 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 loin de leur étoile. C'est une étudiante Marie Evenot, qui est maintenant la personne qui fait l'outreach pour notre institut et qui a fait cette planète. Bon, il y a l'étude des planètes qui sont solitaires, on a l'étude des naines blanches où les planètes sont tombées dessus. Toutes sortes de sujets qui nous intéressent. Et si vous êtes fan de médias sociaux, contrairement à moi, vous pouvez nous liker sur un site web, on a une page Facebook et vous pouvez nous suivre sur Facebook.